1970, Claude Pahut m'appelle un jour en disant « J'ai les pires ennuis avec les animateurs à Lausanne. Nous sommes dans une situation de conflit, nous avons un procès et on m'a donné votre nom. Est-ce que vous viendriez me rencontrer à Lausanne ?» Quelqu'un m'a donné votre nom en disant « Je suis à peu près sûr qu'il va relever le défi et qu'il réussira à mettre sur pied et faire aboutir une formation dans le domaine de l'animation socioculturelle. » Ça a été ça le départ. Nous nous sommes vus à Genève, on a discuté 2 heures. Il m'a écrit un courrier de 4 pages après en me disant « Je vous donne une carte blanche pour créer cette chose ». Le cœur de la chose était l'école d'éducateurs, puisque Claude Pahut et son épouse avaient créé l'école d'éducateurs. Et c'est dans ce contexte-là qu'on m'a demandé de créer un secteur pour l'animation. Je suis de 1943, c'était en 1970, j'avais 27 ans. Et j'avais un passé. À cette époque, on avait déjà quitté ses parents, quand on avait 27 ans. Pour l'essentiel, alors. Moi, j'avais été très actif dans les mouvements de jeunesse, les unions chrétiennes en particulier, à Genève, et c'était les unions chrétiennes qui ont géré les premiers centres de loisirs et qui ont été porteurs des centres de loisirs. D'ailleurs, c'est également le cas dans le canton de Vaud, quand bien même après certains centres sont passés sous le couvert du Centre vaudois d'aide à la jeunesse, qu'un centre à Lausanne a été créé par le milieu syndical. Sur Genève, pour l'essentiel, c'était les unions chrétiennes qui, comme ça se faisait à l'étranger, avaient développé des activités hors mouvement. Donc, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, c'est très ancien, mais il y a eu un très grand essor à ce moment-là dans le domaine des activités parascolaires, et les centres de loisirs étaient, en 60, la réponse aux problèmes de la jeunesse. Il y avait eu toutes sortes d'analyses, je pense, où on disait, on était depuis 10 ans dans les 30 glorieuses, qu'on a appelé ces 30 années qui ont suivi la guerre, qui étaient des années de plein emploi, où on avait un PIB qui augmentait de 6% par année. On avait toute une littérature qui disait ça va être extraordinaire, on va travailler plus que 200 000 heures dans notre vie et le reste ce sera du temps libre, tout le monde aura gagné sa vie au travers de cela. Il y a toute une littérature si vous reprenez les années 60-65. Mais en Suisse, ça s'est mis en place l'animation professionnelle un peu différemment. Lausanne s'était posé la question de savoir s'il fallait des centres de loisirs ou non. Ils avaient d'ailleurs envoyé une mission d'experts dans les pays du Nord en se disant, est-ce qu'une formule de bar à café pour jeunes ne serait pas une meilleure réponse qu'un centre de loisirs? Pour Genève, c'est à peu près 15 centres de loisirs qui vont voir le jour en très peu de temps. Donc un besoin accru de formation. Et comme on était dans un domaine sensible, vous le voyez maintenant avec les problèmes de la jeunesse, c'est un problème récurrent, on s'est dit il y a une certaine urgence à faire quelque chose parce que il y a plusieurs phénomènes qui nous inquiètent. Si je les résume, le premier, c'était de dire il y a déjà beaucoup d'activités parascolaires, mais quand une personne fait du hockey, c'est la même qu'on retrouve au scout, c'est la même qui fait de la couture, c'est la même qui va encore à d'autres activités, mais tout ça, ça ne touche qu'un tiers de l'ensemble des jeunes du canton de Genève. Puis le deuxième point, c'était quand même des changements qui étaient dus au fait que c'est le moment où la femme part travailler. C'est l'ouverture extraordinaire des possibilités de formation pour tout le monde. C'est que le lien social dans les communes ne reste plus aussi fort qu'avant parce qu'il y a beaucoup de mobilité géographique. Autrement dit, et puis on se dit il y a moins de renforcement d'identité ou de valeurs communes auxquelles on peut se référer pour éduquer la jeunesse. Donc toutes ces craintes font dire il faut répondre à ce problème-là. Mais c'était un problème d'adultes.
Et les adultes, leurs craintes, ils l'ont traduite par la création d'un service des loisirs et de la jeunesse, à Genève en particulier, puis de former des gens qui allaient être à la fois les gérants d'un équipement, qui allaient être, c'est comme ça qu'on le disait à l'époque, un peu ce grand frère ou cette grande sœur qui va permettre de compenser les apprentissages qui ne sont plus les apprentissages qui sont faits normalement par la famille, normalement par l'école et normalement par la collectivité publique. Donc le centre de loisirs, il se créera un peu comme substitution de la famille. C'est peut-être pour ça qu'on y faisait des cours de cuisine, qu'on faisait des petits biscuits. Il va être un substitut de l'école parce que l'école est devenue essentiellement enseignante et moins éducative. Donc on va essayer, et beaucoup de profs regrettaient que l'école soit devenue enseignante et moins éducative et allaient réaliser des projets avec des jeunes ou des enfants dans les centres de loisirs. Alors maintenant, mon arrivée à Lausanne, moi ce que j'ai proposé, ce n'était pas de créer une section d'animation socioculturelle. Ce que les instances de l'école ont accepté, c'est que je crée ce qui s'est appelé le SFAL, c'est-à-dire le centre de formation à l'animation. Si vous regardez les archives de l'ESP, le SFAL a vécu pendant 3 ans, 4 ans, parce que l'idée, ce n'était pas de faire un métier à côté du service social, à côté de l'ergothérapie, à côté de la petite enfance. Moi, j'avais une vision assez différente. Je disais, il faut préparer à des fonctions d'animation des personnes qui vont s'insérer dans des milieux professionnels diversifiés. Donc, c'est pas parce qu'on a un centre de loisirs qu'on fait nécessairement de l'animation. On peut pratiquer l'animation dans le secteur de l'entreprise, dans le secteur médical, dans le secteur urbanistique. Donc, moi, je n'ai pas envie qu'on s'enferme dans une espèce d'équation animation égale centre de loisirs. Peut-être la deuxième chose, c'est la définition que j'avais donnée de l'animation en 1970. Je l'ai un petit peu modifiée avec le temps parce que voilà, les définitions, elles ne sont pas, elles sont pas inscrites dans le marbre. Mais disons, l'idée, c'était de dire, par animation, il faut entendre l'ensemble des activités de groupe et de collectivité qui visent par des moyens démocratiques à se réapproprier différents aspects de sa vie personnelle et de son environnement. Donc pour moi, ce qui était relativement fort, c'était l'idée de réappropriation, l'idée collective, l'idée de responsabilisation des personnes. Pour moi, ça, c'est au cœur de ce que je croyais en 1970 et ce que j'ai proposé comme perspective à l'ESP pour créer cette école d'animateurs. Je vous dis, j'avais 28-29 ans, je représentais la Suisse à l'UNESCO, où nous avons écrit plusieurs fascicules sur le métier, le rôle, la fonction d'animation. Dans les personnes qui m'ont beaucoup touché, c'était un des courants d'influence de cette époque, je pense à Marcel Ichter. Vous avez pas mal, c'est un homme qui a beaucoup écrit, il était belge, il était secrétaire général du ministère de la culture, de la communauté française de Belgique, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et c'est lui qui avait demandé que l'UNESCO et le Conseil de l'Europe produisent des papiers. Donc on a vu des réunions, et lui, sa thèse, c'était par rapport à la culture. La culture, elle avait comme seule fonction de permettre l'émancipation des peuples. C'est pas du tout ce qu'ont fait les maisons de la culture en France, c'est le sens inverse. Lui, c'était une culture qui venait de la base, qui émergeait, et qui devait être gérée par les personnes elles-mêmes. Donc ça, c'était pour moi un des courants auquel j'adhérais d'abord et qui a marqué en tout cas ma pensée à ce moment-là et que j'essayais aussi de mettre en œuvre dans le cadre de la formation. Parce que quand on dit se réapproprier, il faut aussi que les étudiants se réapproprient la formation.
Ils ne sont pas uniquement des consommateurs de savoir, mais ils ont aussi comme mission de pouvoir, au travers du cadre de formation, de pouvoir aussi se construire eux-mêmes comme acteurs sociaux. Un deuxième courant d'influence qui vient plutôt des régions ouvrières du nord de la France, c'est l'éducation ouvrière, c'est l'éducation populaire. Si je prends juste un personnage symbolique, dans le premier gouvernement en 81 de M. Mitterrand, il y a eu un premier ministre qui s'appelait M. André Mauroy. André Mauroy était responsable de l'éducation ouvrière, de l'éducation populaire de toute la région nord de la France. Alors le pari, à ce moment-là, c'était de dire, parce que ça se faisait depuis des années, l'éducation sociale ou l'éducation populaire, ce n'était pas un fait nouveau en 1981, c'était un peu un aboutissement, une reconnaissance, parce que c'est entré dans le vocabulaire même politique à ce moment-là, c'était tout l'effort qui avait été fait pour, permettre aux ouvriers d'acquérir les outils de nouveau qui leur permettent d'être des acteurs sociaux. Alors je les ai beaucoup pris en France. Alors on est obligé de citer Malraux. Malraux qui était le premier ministre de la Culture en France. Et c'est à lui que la France se doit ces maisons de la culture, qui sont quand même des gros instruments au cœur des villes. Mais son idée, ce n'était pas du tout une idée d'animation. L'idée de Malraux, c'est de dire qu'il y a une culture française. La culture française, qui souvent était la culture parisienne d'ailleurs, il faut pouvoir la faire connaître à toute la France. Donc on va faire des lieux où on va aller auprès des gens pour leur montrer ce qui est le beau, dans les arts plastiques, dans la littérature, dans le théâtre, etc. Donc c'était une démarche aussi très descendante. Et ça, c'était par exemple en France une source de conflit après 68, parce que justement, beaucoup de gens disaient, mais non, cette démarche qui vient d'en haut, ce n'est pas la démarche qu'il faut faire dans les maisons de la culture. On doit s'intéresser à la culture des personnes, à la culture des gens, et c'est avec eux qu'on doit construire ce que serait, leur culture. Alors, donc, moi, je me souviens de textes qui datent des années, parce qu'on en parlait ici à Lausanne, puisque je parle des influences sur la Suisse de phénomènes étrangers. Il y avait des textes qui disaient, mais forcément, un animateur, il va être solidaire de son public, donc il va être en conflit avec son patron, donc il va perdre sa place. Et comme il va perdre sa place, on recommande au ministère de la Culture ou de la Jeunesse et des Sports, parce que les appellations ont changé, de bien vouloir penser à la reconversion des animateurs. Mais ce qui paraît totalement aberrant quand je dis ça, ce sont des textes officiels. On a retrouvé des situations similaires en Suisse romande dans l'histoire de l'animation autour des années 80. Entre 70 et 80, il y a eu beaucoup d'animateurs, en fait, qui se retrouvaient par les méthodes qu'ils utilisaient, la recherche qui était justement, notamment de culture ascendante plutôt que culture descendante, ou des revendications pour que les jeunes dans les centres de quartier fassent partie des instances dirigeantes des centres de loisirs. Ça a été des conflits terribles. Et ça a amené à des taux de rotation qui étaient relativement importants dans les centres de quartier. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient, ben voilà, je ne reviendrai pas au cours parce que je perds mon emploi. Donc ça, ces influences, ce n'était pas juste cosmétique ou esthétique, mais ça avait des influences dans les méthodes de travail et dans la vie concrète des gens. Alors, Malraux, donc lui, ça a été plutôt les maisons de la culture, l'éducation ouvrière, l'éducation sociale. Je parlais de la dynamisation culturelle pour reprendre une idée de la Belgique. Et puis, une dernière qu'on connaît plus au travers au début, des colonies de vacances, des instituteurs, c'est l'arrivée des méthodes d'éducation active en éducation. Et les méthodes d'éducation active, ça se traduisait par un cycle qui s'appelait les CMEA. Dans les années, je dirais 60-70, tous les instituteurs, les normaliens, comme on les appelait, participaient à
à des sessions CMA, tous ceux qui voulaient diriger des colonies de vacances, parce que c'était quand même un mouvement important. Puis en France, même les infirmiers psychiatriques qui n'avaient pas de formation spécifique se formaient par les CMA et les méthodes d'éducation active. Qu'est-ce que c'est les méthodes d'éducation active? C'était de dire ce que j'entends, je l'oublie, ce que je vois, je comprends, ce que je fais, je sais. Alors, traduit en termes de formation, ça voulait dire qu'il fallait mettre les personnes dans des situations d'activité parce qu'on considérait que c'était la seule façon d'assimiler les connaissances et de les transformer en expérience parce qu'on avait pu pratiquer la chose. Donc, et je me souviens, par exemple, un homme comme Légeret, dont on a parlé au début de l'entretien, qui était directeur du service des loisirs, un des créateurs de l'économie alimentaire, c'était, avec d'autres personnes à Genève, un de ceux qui ont lancé les CMA en Suisse. C'est un cours en France. Claude Pahut, l'école de la petite enfance, à l'époque, avait comme fondement les méthodes actives, et c'était une forme de rupture avec l'école traditionnelle, mais de mettre... Donc on faisait, les éducateurs à l'école d'études sociales et pédagogiques, faisaient leur première année de formation en internat. C'est-à-dire pour qu'ils apprennent à vivre la condition des personnes dont ils allaient s'occuper après. La petite enfance le faisait aussi, etc. etc. Donc, on a eu des courants comme ça qui sont venus d'ailleurs et qui ont influencé la Suisse. Il y a toujours eu cette difficulté de savoir ce que c'était que l'animation. Je vous ai dit, il y a un bon moment, que j'avais participé à des sessions du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO. Question des Allemands à l'époque. Est-ce qu'animation veut dire bande à Bader? C'est assez simple, c'est assez direct, en disant, est-ce que l'animation, c'est l'agitation? Est-ce que l'animation, ça peut devenir le terrorisme? Les Français voyaient plutôt ça comme... eux, ils se référaient surtout aux maisons de la culture. Les Suisses parlaient centre de loisirs, et les anglo-saxons, puisqu'ils font aussi partie de l'Europe, eux parlaient développement communautaire, c'est-à-dire, d'un niveau d'intervention sociale qui vise à ce que les personnes, quand ils sont dans leur quartier, ils prennent en charge les affaires sociales, culturelles, scolaires du quartier. C'est une tradition anglo-saxonne et c'est le développement communautaire. On a fait d'ailleurs des formations de développement communautaire en Suisse romande. Ça ne prenait pas parce qu'on n'avait pas les mêmes références, les mêmes valeurs. Mais disons que c'était une idée qui a effleuré ou qui était pratiquée, mais c'était considéré, en tout cas à Lausanne, comme une des 3 méthodes du service social. Vous aviez les méthodes individuelles, les méthodes de groupe et le développement communautaire. Et c'est le terrain du développement communautaire qui deviendra, à Lausanne, un terrain de collaboration entre l'école d'animateurs et l'école de service social, et qui conduira en 75 ou en 76 à la fusion ou la création d'une formation commune, service social animation. Parce qu'à un moment, on est en train de se dire, quelle différence y a-t-il entre un animateur qui essaye de sortir de son centre de loisirs pour travailler avec son quartier, avec un agent de développement communautaire qui va essayer de travailler avec des habitants du quartier pour essayer de structurer, d'améliorer l'offre ou les prestations dans des domaines tels que la culture, l'éducation, les écoles. Et moi, je suis resté quand même pas mal en contact avec Genève, où il y avait pas mal de quartiers internationaux liés à la présence des organisations internationales. Et dans les quartiers où les internationaux étaient nombreux, ça tombait sous le sens que ces gens, la première chose qu'ils faisaient, ils se regroupaient, ils allaient voir les autorités de la commune en disant, écoutez, nous on aimerait développer telle chose, par contre il faudrait que l'école, elle soit, quand vous finissez les cours, l'école, elle devrait être, à moins que vous nous offriez autre chose, mais on va la garder pour développer des cours de toute nature qu'on va gérer nous-mêmes.
où il le faisait par rapport à des équipements qui étaient inexistants en matière de petite enfance ou de cours de langue, parce que pour les anglo-saxons, l'intégration passe nécessairement par l'apprentissage de la langue du pays dans lequel on se trouve. On a encore ces cahiers du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO qui pendant très longtemps ont servi un peu de base et de référence aux animateurs un peu de l'Europe. Il n'y a jamais eu de compromis sur la définition de ce que c'était que l'animation. Il y a eu presque autant de définitions que de personnes ou de pays. Moi, je ne sais pas, je vous ai donné une définition tout à l'heure. En pensant à cet entretien, j'ai essayé de me dire, mais ça vient d'où cette histoire? Pourquoi je l'ai formulée comme ça? Alors, je suis retombé sur une chose qui était à la fois ma pratique dans les mouvements de jeunesse, mais aussi le mémoire que j'avais fait à l'IS en 1965 ou 64, 65 je pense, qui s'appelait « La participation des jeunes à leurs loisirs et la promotion aux responsabilités ». Donc je me suis dit, tiens, j'ai une espèce de fixation sur, à la fois la participation, l'idée d'être acteur de sa vie, donc d'avoir prise sur sa santé, sur son habitat, sur son travail, sur son loisir, sur sa consommation, etc. Je pense qu'il y a des espèces d'idées qu'on traîne toute notre vie. Alors je ne sais pas si elles sont bien ou pas bien, toujours est-il qu'elles elles reviennent. Je ne suis pas pour la permanence des idées, je n'ai pas une mentalité de fonctionnaire. Moi, il me faut plusieurs vies pour que je puisse exister. Il faut que j'ai plusieurs préoccupations dans la tête. Mon engagement dans la culture, il est consécutif à des rencontres avec des étudiants que j'ai eus, parce que j'avais développé un cours qui concernait les politiques culturelles. Je me souviens qu'en 1972, la Confédération, au travers d'un rapport qui s'appelait le rapport Clotu sur la situation de la culture en Suisse, considérait l'animation comme relevant du champ de la culture. Et avait dit, mais pourquoi les animateurs se forment dans des écoles sociales? Ils devraient se former ailleurs. Et au plan de la Confédération, qu'est-ce qu'on appelle la culture? On n'appelle pas la culture l'ensemble des façons de sentir, penser et agir, qui est une définition qui recouvre ce que c'est que la culture pour une société ou pour un groupe humain, mais plus prosaïquement de dire, dans le domaine de l'écrit, dans le domaine du parler, dans le domaine du chanter, dans le domaine du jouer, dans les arts plastiques, l'animation, ce serait la tranche de sensibilisation à ces disciplines pour les personnes qui ne sont pas encore adultes. Et le centre de loisirs, le centre de quartier, devrait avoir comme fonction d'être le lieu où on va faire toute une série d'apprentissages autour de l'écrit, autour du jouet, autour du... Voilà. Moi, ce que j'ai voulu faire en créant un cours de politique culturelle, c'est commencer par dire, pour chacun des États, quelle est la situation du droit dans ces États. Jusque dans un passé proche, la Suisse n'avait aucune base constitutionnelle concernant la culture. Il n'y a pas 10 ans qu'a été introduit dans la Constitution fédérale après de moult débats, un paragraphe dans un article de loi qui, là je suis un peu caricatural, met en évidence le fait que la culture c'est important, mais c'est dit de façon tellement générale que ça n'est pas contraignant du tout. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'a redonné de l'élan, après 10 ou 15 ans à l'ESP. J'ai développé ça, et comme enseignement. Les gens me disaient, mais t'es un peu sonné, qu'est-ce que ça a à faire de faire ça à l'école sociale? Je disais, mais pour moi, l'école sociale, les animateurs, ils devraient être plus versés dans les dimensions culturelles, sociologiques, que individuelles, psychologisantes, etc. J'ai rien contre, mais l'animation, c'est pas... On ne gère pas des cas. Voilà, on travaille avec des populations, c'est un peu autre chose.